youpi, dansons la carioca. Tant pis s'il faut dire à tout le monde au revoir. On est quel jour? Jour 6? Jour 6. Oui, jour 6, ouais. Ouais. Le jour de la saucisse. Ah. Oh, waouh. Après, Jim Quinn, il y a C'est un vrai que c'est un truc, peu jour de la saucisse. On est à Cannes. Wouhou. Jour 6, le jour de la Saucisse. Ouais. C'était pas le plus inspiré, là. Profitez, vous n'aurez pas plus éveillé que ça pendant l'épisode. Peut-être même que vous aurez encore puré de merde. Donc, On sait pas, en vrai. Ah non. On sait pas. Qui peut le prédire? L'avenir est encore à définir. Jour 6 du coup de notre aventure cannoise. On arrive bientôt à la fin, mais ce n'est pas encore terminé. Oh là là, me dis pas ça. Non, on n'arrive pas à la fin, t'en fais pas. Mais avant de commencer l'épisode, comment ça va tout le monde? Ah là, déjà un peu plus fatigué Ah ouais. que les autres jours. Mais ça va le faire. Réveil difficile. Voilà ce que ça Réveil, fait, une séance de minuit. C'est donc ça. Ouais. Mais je ne regrette rien. Avant de commencer, je t'ai pas demandé, enfin t'as pas répondu Romain, mais Si, ça bon, va ça va bien. Hein, Comment ça va franchement. vraiment, J'ai bien Romain récupéré. Pardon, Elliot. Avant de commencer cet épisode, n'oubliez ta gueule la mouette. Avant de commencer, Mais les gens écoutent pour ça, Elliot. Mais ouais, faut laisser. C'est l'ambiance autour. Avant de commencer cet épisode, n'oubliez pas de nous noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée si vous aimez ce podcast. Si vous n'aimez pas, vous mettez genre 4 étoiles, 3 étoiles. Ou vous notez pas, en Oui, vrai. oui, c'est vrai, vous notez T'es pas. pas obligé, ouais, si vous aimez pas. Bon, passez à autre chose. Hein. Et sinon, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux à @vendredi ciné. Surtout Instagram, on poste beaucoup de choses en ce moment. On n'a jamais été aussi actifs, donc voilà, c'est le moment là, c'est bientôt la fin, donc si vous voulez faire part de l'aventure, vendredi cinoche, et ben ça se passe sur Instagram. Et c'est bon, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Et c'est parti. Et c'est parti, on a pas mal de films à parler Eh oui. aujourd'hui. Et on parle de quoi en fait? Ok, nous avons donc Jim Quinn, Ouais. Garance, Garance, qu'on a ouais. vu tous les trois. Ouais, Nous, c'est I'll Be Gone in June. ouais. Et toi, Moi, c'est Chip in the ouais. Box. Chip in the box. Et ben, on va commencer avec le premier film. Il s'agit d'un film en compétition. Il s'agit de Garance, de Jeanne Herry. Jeanne Herry, à qui on devait il y a quelques années Je verrai toujours vos visages. On y suit Garance, une jeune actrice qui est débutante, qui commence sa carrière. Et alors qu'elle pense tout faire pour le mieux, des problèmes personnels et son entourage vont commencer à la confronter à ses choix de vie et à ses addictions. Je pense que c'est un peu ça, ouais. Oui. Un peu, ouais. Ah, son addiction, quand même, Oui. plus précisément. Oui. Bah, je vois que pas mal d'articles en parlent déjà, parce que c'est pas mis dans le pitch, mais je vois pas mal d'articles en parlent déjà, et je pense que c'est un peu nécessaire pour nous pour en parler. Ouais. C'est pour ça que si vous ne voulez pas être spoilé, n'écoutez pas cette critique, mais nous c'est nécessaire de parler de la fameuse addiction. Oui. C'est l'alcoolisme, voilà. Voilà. Voilà, fun, hein. Fun Cannes en ce moment. Super pour le matin. Et en actrice principale, nous avons Adèle Exarchopoulos, mais aussi Sarah Giraudot. Tout à fait. Qui a un super rôle en Qui a un plus. super ça. rôle, effectivement. Bah alors, c'est un film qui m'a fait bizarrement beaucoup de bien, je trouve. Enfin, dans le sens où ça m'a fait du bien de voir un film. Qui te comprenait? Waouh. En tant que- Non. Tout va bien. Justement, je me suis dit, c'est bon. j'ai pas de souci avec ça. Non, mais un film qui se tient de bout en bout. Voilà, en ce moment, on voit quand même des films à Cannes qui sont parfois très lents, très longs, qui vont dans tous les sens. Et là, je trouve que, bah voilà, il y a un sujet, on s'y tient, on va jusqu'au bout. Et ce que ça en dit, la trajectoire du personnage est très plaisante à regarder, je trouve, dans le sens où, bien sûr, voilà, on va sentir mal pour elle à des moments, etc. Mais dans le rythme, on est. Enfin, je trouve que moi, en tout cas, du début jusqu'à la fin, je décroche pas de mon siège. Je suis et c'est
on va pas se mentir avec Cannes là, très dur de pas décrocher un moment. Ah. Bah ouais, voilà, c'est forcément beaucoup de films. Tu dors pendant les films, Jeanne? Non. Toi, oui, par contre. Tu fais des siestes techniques. Ouais, attends, pourquoi j'ai tout le bus là Bah, tu te fous de ma gueule. Et oui, je trouve que c'est un portrait de l'alcoolisme qui est plutôt original en fait, notamment dans le fait que on montre une femme alcoolique déjà, ce qui est un peu moins le cas au cinéma. Et pareil, c'est pas de l'alcoolisme qui va passer par de la violence, notamment dans son couple. Donc elle est en couple avec Sarah Giraudot dans le film. Et ce couple-là va jamais être montré comme justement montrant une certaine violence à cause de l'alcoolisme, tout ça, c'est pas du tout le cas. Et elles ont une très très belle relation, je trouve. Et Sarah Giraudot s'en sort très très bien aussi. Vraiment, on a un duo d'actrices qui crève l'écran. Et pour l'instant, je vais rester là pour le petit début. Oui, c'est tout à fait, c'est tout ça. En même temps, je trouve que voilà, Jeanne Herry, elle a vraiment quelque chose pour écrire ses personnages. C'est très poussé, déjà on l'avait vu dans Je verrai toujours vos visages, où vraiment chaque personnage était extrêmement bien travaillé, tous les backgrounds étaient justifiés, et puis il y avait un sens aussi dans l'histoire, et n'était pas non plus juste jeté là, posé pour alimenter le récit qui pouvait être de manière plate, fait de manière plate. Et là, les deux personnages donc de Pauline et de Garance, qui ont cette relation qui est magnifique, et dont on peut parler aussi, moi j'en tire beaucoup de la relation avec sa sœur aussi, donc Garance qui a une sœur Judith qui est jouée par Sarah Jandrilo, et qui en fait c'est vraiment deux relations très différentes. Il y en a une qui est vachement fusionnelle et l'autre qui est beaucoup plus conflictuelle, et vraiment toutes les relations en fait que Garance a avec les gens dans le film ont une raison d'être et sont cohérentes avec le propos aussi. Sa troupe de théâtre qui c'est un peu compliqué aussi, tu vois, t'as pas mal aussi d'explications du point de vue des autres par rapport à son alcoolisme et à la manière dont elle est en train de s'autodétruire. C'est ça, et c'est ça qui est très touchant, je trouve, c'est que comme elle l'explique, c'est pas, son alcoolisme, il va pas non plus tant que ça la conduire à avoir des comportements où vraiment elle va ne pas venir en représentation ou ce genre de choses. Mais en fait, c'est que elle s'auto-détruit. C'est vraiment les pires conséquences, c'est vraiment sur elle-même. Et les gens ne peuvent pas le supporter. C'est très touchant aussi de voir ça. Et oui, après de son entourage, il y a aussi tout le groupe queer. Avec qui ils vont beaucoup en boîte et tout. Où tu te dis, c'est ça aussi, l'aspect social de l'alcool qui l'a poussé encore plus loin dans son alcoolisme, quoi. Et donc oui, franchement c'est comme tu disais aussi déjà le scénario qui est très bien mené et qui de bout en bout hyper. Enfin moi je n'ai jamais senti de lenteur ou d'être un peu à côté du truc. Franchement c'est sa plus grande force, je trouve, c'est que le récit il est mené de bout en bout, et que on voit la fin arriver, et en fait c'est vraiment un récit d'espoir, un récit d'amour, et puis on n'a pas des personnages caricaturaux non plus, et ça c'est génial de voir ça. Franchement on aurait pu s'attendre à une relation ultra violente à cause de l'alcool, et donc des énervements, des cris, etc. Mais tout viendra du personnage de Garance qui est consciente de son problème, qui le nie pas. En fait elle est totalement transparente là-dessus, et c'est vraiment un point fort du film. Oui, c'est ça, en fait, y a rien de plus plaisant que de suivre un personnage dans son évolution, de voir qu'il se remette en question, mais surtout de le voir dans ses contradictions, parce que en fait, il y a quelque chose de très contradictoire dans ce personnage, où elle-même, elle sait qu'elle doit faire attention à l'alcool, et en même temps, elle ne peut pas y échapper. Et c'est vrai que ça fait que tu t'attaches quand même pas mal au personnage, puisque t'as envie, toi, d'intervenir, et je sais pas, de prendre le verre et de lui dire, mais oh là, on arrête là. Et c'est ce que font en plus son entourage, mais c'est pas suffisant. Et c'est vrai que
l'un des gros points positifs, c'est que souvent, genre, quand on parle de situations, genre, l'alcoolisme, le sans-abrisme, ou des situations comme ça, à chaque fois, bon, ça part dans un pathos, et puis, c'est pas hyper documenté. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente une situation vraiment, très documentée, vraiment très proche du réel, et ça fait du bien. Vraiment, ouais. J'ai pas j'ai vraiment pas l'impression non plus que ça fasse campagne de prévention. Attention, Ouais. ne buvez pas d'alcool, c'est mauvais pour la santé. Donc Mais c'est dans ça que ça aurait pu tomber si justement il y avait beaucoup plus de violence de la part de Garance, justement. oui, Comme cet aspect du personnage n'existe pas en fait. ouais. Donc on peut pas tomber là-dedans, je trouve. Ouais. Moi juste là où en fait moi j'avais vraiment beaucoup adoré Je verrai toujours vos visages, notamment parce que il y avait quand même un sens du découpage, de la mise en scène où pour ceux qui n'ont pas vu Je verrai toujours vos visages, l'idée c'était de prendre plein de personnages, les mettre en rond autour d'une table, je crois, enfin même Face sans à table. face, Oui, voilà, ouais. face à face. Mm. Et ça pendant 1h30. Et alors, pour filmer ça, c'est un enfer total puisque t'as pas de décor, t'as pas de, tu peux pas vraiment faire de composition. Donc, faut vraiment que ça passe uniquement par la mise en scène et par le découpage. Et malheureusement, là, je retrouve pas trop ça dans Garance, hein. Honnêtement, les plans, en fait, les plans se suivent, mais me parlent pas vraiment. Et donc, même si je trouve le scénario très très bien écrit pour le coup, bah ouais, moi en termes de mise en scène, je reste un peu à côté, quoi. Je me dis bon, c'est dommage. Ouais, je pense qu'elle a voulu. Je trouve que la mise en scène, elle est très sobre, très simple, effectivement, mais ouais, moi, ça me dérange pas. J'ai l'impression que ça sert le propos, en fait, justement. Quoi Parce que Peut-être- sur la liste, t'as dit ouais. mise en scène très sobre. Ouais. Ah oui. Et au début, j'ai dit. Ok, j'ai pas réagi, j'ai pas. Non, j'ai. Pardon. J'ai même pas. Pardon. Voilà, bah, contrairement à Garance, du coup. Non, ouais, je pense que c'est voulu. En Moi, fait, ça, c'est un ça film me de dérange pas, scénariste, quoi, Oui. plutôt. Oui, totalement. C'est ça. Oui. Mais Le scénario et puis aussi une belle performance d'actrice au pluriel. Hein. mais tout le monde s'en sort pas bien, je trouve, dans le film, quoi. Genre, Adèle, ça, forcément, elle joue très bien. Mais je trouve que, par exemple, sa sœur, parfois, elle est un peu à côté sur certaines scènes. Comme elle doit faire un personnage tragique, je trouve que, du coup, ça dissonne vachement avec, notamment le personnage de Garance, quoi. Donc, surtout qu'en vrai, il est intéressant, le personnage de Garance. Je trouve qu'on le complètement. voit peu. Genre, du coup, Ouais, elle j'ai- est toujours plein de vie en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, elle est très drôle. Moi, ça me tue quand elle voit les internes à l'hôpital et qu'elle est en mode bon allez les enfants. Ouais. Vous Ça, allez, bougez maintenant. c'est bon. Souvent, elle appelle les gens chatons Appelez aussi. les ça, gens. Oui, c'est ça, chaton. Ouais. C'est une personne qui est très elle, quoi. Je sais pas comment dire. Enfin, en tout cas, elle est très présente. Et moi, je trouve les dialogues ils sont assez bien écrits, par contre. Ouais. Et il y a notamment plusieurs scènes de dialogue qui sont écrites sur des doubles sujets. Enfin, je vais m'expliquer, mais t'as notamment une scène dans la cuisine où t'as la petite famille qui se fait à manger. Je crois que c'est du taboulé. Ils se demandent s'ils veulent mettre du persil, je crois. La Ou coriandre. de la coriandre, La pardon. coriandre. Et en même temps, t'as je sais pas si c'est une discussion sur l'alcoolisme de Garance ou si c'est sur Non, c'est sur le théâtre. Genre, elle Ouais, lui dit sur le théâtre, qu'elle ouais. sera Sur pas dans sa la nouvelle. ça. la prochaine pièce. et en fait elles vont les actrices vont parler sur ces deux sujets en même temps, donc c'est-à-dire pendant qu'une va faire une réplique sur le théâtre, l'autre va répondre sur la coriandre, donc la réplique de juste avant, et donc enfin c'est vraiment assez technique, et t'as plusieurs scènes comme ça, notamment aussi une avec une petite fille qui demande si elle peut appeler le pote de Garance, comment il s'appelle, Glandu. Oui, Voilà, bon, ça. ah oui, c'est vrai. Donc c'est un Ça, peu c'est très marrant. très drôle. Enfin, au tout début, on a vraiment ce personnage de Garance qui est justement assez indépendante, qui prend tout sur elle. Elle est en couple avec un homme et c'est elle qui gère tout là-dedans. Et justement, elle appelle, enfin c'est tout le truc, elle appelle donc le pote de son copain qui squatte le canapé, Glandu. Mm. Et donc il y a ce côté où, en fait, au fur et à mesure, elle devient ce que elle méprisait un peu, quoi. Oh waouh. Bah oui, je veux le dire. Voilà, je dis les termes. Moi, ce que je trouvais mignon aussi, c'était sa relation donc avec le personnage de Sarah Giraudot, où en fait, elle est hyper patiente, hein, honnêtement. Ah ouais, il y a
peu de gens comme ça. Hein. Il n'y en a pas, mais bon, je sais pas. Bon, et en tout cas, elle l'aime vraiment, ça c'est certain. Indéniable. Ouais. Et le fait qu'elle va l'accompagner dans son alcoolisme, enfin en gros l'accompagner, enfin elle va commencer elle-même Oui, à avoir des problèmes. Elle va pas prendre des bières non plus. Hein Non, mais je veux dire, quand tu dis accompagner, non, ça fait. Enfin, ça peut porter à confusion. Bah, elle lui achète du vin. Ouais, lui achète du vin et tout, et même elle-même, elle va commencer à avoir un problème avec l'alcool. Donc, moi, je trouvais ça intéressant aussi de le montrer, et que justement cette situation-là va permettre à Garance de se remettre en question et pas à la confrontation directe, quoi. Ouais, parce qu'au final, elle explique que elle sait pas comment faire. Enfin, c'est pareil dans toutes les situations d'addiction comme ça. Quand t'es pas concerné par le truc, tu finis par juste t'énerver et dire mais c'est simple d'arrêter et tout. Mais quand tu vis pas la chose, tu peux pas le savoir. Et donc c'est ça qui est beau dans cette relation, c'est que l'une prend sur elle et l'autre découvre après que, parce que c'est vachement plus tard que le personnage de Garance justement fait son mea culpa entre guillemets sur sa dépendance à l'alcool et donc chacun trouve au final un terrain d'entente sur le long terme et c'est beau comme histoire. On est bon sur Garance en compétition officielle. Il repart avec un prix ou pas Ah Prix du scénario. Ouais, en vrai. Après, la D'accord. règle, c'est que le prix du scénario ne va jamais à un film de scénario. Bah, il devrait avoir le prix du scénario, Et même s'il l'a pas. Prix d'interprétation ou pas Je sais pas. Je sais pas, honnêtement, c'est pas impossible. Parce que c'est quand même, encore une fois, des belles prestations. Mais, tu vois, je me dis qu'à côté, t'as Léa Drucker, je sais pas. Ok. En vrai. Ouais, non, mais difficile. ça va jouer encore le prix interprétation Ouais. féminin. Mais je pense, va se je jouer pense encore. scénario. Ce qui est dingue, c'est que prix d'interprétation féminin, il y a plusieurs noms possibles. Alors, prix d'interprétation masculin. Javier Bardem. Ouais, vraiment. Ouais, on pour aurait l'instant, on en dû qu'une ressort seule qu'un. presta. Parce et que après, là, franchement, niveau femme, Sandra Hüller, Léa Drucker et Adèle Exarchopoulos. Ouais. et il est assez doux. Peut-être Léa Seydoux. Ah, ok. Moi, c'était une blague, mais ok. Bah, ouais, en vrai. Et Garance, en tout cas, qu'on vous invite à voir quand il sortira. Il sort quand, la Oui, Garance tout à fait. Il sort le 23 septembre, donc très bientôt. Eh ben ouais. Et quant à nous, on va passer au deuxième film, un film qui est très attendu. Il s'agit de Jim Quinn Ouais. à la recherche de la chloroquine. Jim Quinn. James Quaid. Jim Quinn. On y suit Jim Quinn. Non, il s'appelle Jim pas Jim Parfait. Quinn. Jim Parfait, voilà, Jim Perfect. Perfect. Ouais, qui est He's so perfect. une icône, une star de la scène gay parisienne, mais sa vie bascule quand il apprend qu'il est atteint de l'hétérose, une maladie qui le transforme peu à peu en hétérosexuel. Mon Dieu. Mais il va faire la rencontre de Lucien, un jeune fan amoureux, évidemment, de Jim, Un jeune twink. un jeune twink, et ils vont partir tous les deux à la recherche d'un antidote, la chloroquine, qui permettrait d'annuler cette maladie. Ouais. Réalisé par Nicolas Attané et Marco Nguyen, donc qui sont tous les deux du studio Bobby Pills, du coup, si j'ai bien compris. Tout à fait. Romain, peut-être toi, comme tu connais vraiment beaucoup ce studio, peut-être tu peux nous faire un petit. Allez. C'est vrai. Bobby Pills qui est à l'origine de pas mal de séries d'animation depuis maintenant pas mal d'années, ça fait peut-être une bonne dizaine voire quinzaine d'années qu'ils existent. En tout cas ils sont connus parce qu'ils ont fait donc je trouve une des plus grosses séries comiques de mon adolescence, c'était quand même Les Cassos. Voilà, c'était des mini-sketchs donc dans le bureau d'une assistante sociale avec des personnages de fiction souvent représentés avec des énormes penchants soit sexuels, soit en tout cas c'était une vraie série d'humour quoi. Et derrière ça donc ils ont fait d'autres séries pareil sur Netflix, je crois que la série s'appelle Vermine puis ensuite ils ont une autre série qui s'appelle Pipoudou qui est aussi rementionnée avec quelques dessins dans le film. Pipoudou, c'est mignon ça. Ouais, c'est très drôle aussi. Voilà, donc là ils sortent leur premier long métrage en 2026, présenté à Cannes, qu'ils ont eu pas mal de difficultés à faire financer aussi. Le film a mis longtemps à se faire. Et ils ont fini avec un financement participatif. Énormément de gens ont soutenu le projet et il est né. Et on l'a vu.
Et c'est très très bien. C'est trop bien. Jim Quinn. Alors franchement, donc voilà, Jim Quinn, ce bodybuilder assidu de la salle avec beaucoup plus de pecs qu'il n'en faut. Il y a des abdos, oh là là. Ouais. Et un nombre d'abdos incalculable. Incalculable, c'est vraiment ça. C'est littéralement incalculable. Le personnage a un nombre d'abdos incalculable. Donc ouais, une histoire très sur le papier très simple. Hein. C'est vraiment un film de quête, quoi. Donc où les personnages vont avancer alors qu'ils ne s'aiment pas. Ça, c'est plutôt buddy movie. Oui, non, mais buddy movie, ils vont avancer, mais aussi, enfin, c'est le truc. Hein, ils vont arriver devant des gens qui vont les amener vers d'autres gens, etc. Jusqu'à. Oui, et à chaque fois, il y a une épreuve à passer, et donc ils vont devoir montrer. C'est un film d'aventure, leur si je valeur. peux me permettre. Tout à fait. Voilà. Et donc voilà, moi je trouve que leur style de dessin, il est super intéressant, même au niveau des couleurs. Par exemple, les scènes de boîte de nuit, enfin la grosse scène de boîte de nuit, je la trouve géniale. Cet amas de gros muscles avec donc chaque cast de la communauté gay dans Paris. Et puis derrière, le propos aussi qui est vachement intéressant de parler donc de la mise à l'écart enfin la mise en isolement un peu de certaines parties de la communauté où ça se regarde un peu mal entre eux et donc de montrer que il y a des problèmes et donc Jim Quinn c'est un super film d'animation et je pense dans la salle, on n'a jamais eu une ambiance comme celle-là. Ah, c'était trop bien. Une salle qui était ultra entraînée par le film. Toutes les musiques étaient applaudies en même temps que le rythme. Et puis énormément de réactions. Le film est très très drôle. Énormément de refs, énormément de situations comiques. Même de dessins. Enfin, je me rappelle vraiment de la scène où t'as le petit Lucien qui ouvre son énorme placard et t'as une quantité aussi incalculable de God. Donc c'est, franchement, le film est joie et souvent, moi souvent je suis quand même emporté par le style graphique et ce que le film propose en termes de mise en scène aussi. Je trouve ça génial. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je trouve que, moi j'aime beaucoup ce que ça dit. Donc à la fois, vous vous doutez bien, une maladie qui touche les homosexuels. À quoi ça peut faire référence? La grippe. Ouais. Non, mais du coup, oui. Donc, forcément, ça revient sur la crise du SIDA, tout simplement. On dit que c'est une IST en plus dans le film. Hein. C'est vraiment. Ouais. Oui. Alors en plus, au final, oui, c'est dans les lubrifiants au final. Donc c'est. Oui, bref. Oui, non, mais en tout cas, après, oui, il y a un retournement de situation, mais alors, à la base, on nous présente ça comme une IST, quoi. Et donc. Vas-y, frappe-moi. Non, mais. J'essaie d'en placer une. Il donne des coups de pied sur la table. Non, mais on est où, Elliot? Non, mais c'est dingue, ça. Donc, ouais, on va, donc à la fois, comme tu disais, suivre un groupe de personnes. Alors, on va, donc, par exemple, avoir toutes les références aux thérapies de conversion. Cette fois-ci de l'autre côté. Et de montrer, justement, à quel point c'est des comportements inhumains d'ostraciser comme ça les personnes atteintes de ces maladies. Et en fait, ce que ça aide à montrer donc à la fois les comportements qu'ont subis les homosexuels de la part des hétéros, quoi, et en même temps ça te montre aussi les problématiques inhérentes à la communauté queer. Et donc par exemple on va avoir alors il y a un grand manque de personnages féminins dans le film. Il y a un personnage féminin qui est hétéro. On pense qu'il est hétéro. Quel hétéro? Je pense. On n'a pas de. C'est vrai que c'est pas indiqué. C'est pas indiqué. Non. Mais bref. Mais c'est quand même précisé, oui, effectivement, là on va aller dans la communauté gay masculine et il n'y a pas du tout le penchant féminin, tout simplement. Et parce que, pareil, pendant la crise du sida, en fait, ce qui était médiatisé, c'était les hommes homosexuels
Donc il y a vraiment cette invisibilisation. 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 Oh waouh. 4 syllabes. Ouh là là, plus. Non, 5, waouh. Moi technique. Des femmes qui du coup se ressentent aussi dans le film. Enfin, c'est un peu dommage, c'est un peu le côté on dénonce ça mais on fait un peu la même chose. Mais bon, je pense que ça aurait peut-être alourdi le récit de rajouter des personnages féminins. Ouais, ça aurait rajouté d'autres problématiques. Parce que c'est ça, c'est Ouais, pas du c'est tout ça. les mêmes en fait. Mais bon, hâte de voir une suite avec le côté lesbien, je ne sais pas. Mais donc voilà, c'est mon seul petit bémol. Mais par contre, effectivement, ça va te montrer à quel point, même dans la communauté, des fois on manque d'indulgence. Et donc par exemple, on va beaucoup dans le film, il y a beaucoup la question des kinks, donc des fantasmes qui sont justement mal vus par la plupart des gens. Donc ça va être représenté avec notamment des personnages, je pense à des personnages qui ressemblent à des chiens. Donc du coup dans le côté BDSM en fait de la communauté, où on a un personnage qui s'appelle Michel le Kiefer, qui est assez exceptionnel et pareil qui va avoir des kinks que les gens regardent mal. Et donc c'est un beau message sur se dire en fait juste acceptons toutes les parties de cette communauté et soyons ensemble. Et c'est très mimi en vrai comme message. Moi, ce qui m'a choqué, vraiment, mais enfin, en gros, le film joue vraiment sur le côté, enfin, des cases, quoi, en tout cas, dans cette boîte de nuit homosexuelle. Ouais, mais parce que juste dans la communauté, c'est très codifié. Ouais. En vrai, ça fait partie du truc. Toi, quand il dit les bears, les trucs, les machins, c'est des vrais termes. Ouais, ok. Et il y a vraiment cet aspect-là qui en est comique. Vraiment, Oui, à quand il ce rentre point-là. dans la mais- boîte de nuit, on lui dit tiens, il faut que tu saches où est-ce que tu te places. Là, t'as les bears, là, t'as les BDSM, là, t'as les gym queen, quoi. Enfin, voilà. Mais du coup, ça m'avait surpris. Voilà. En tant que membre de l'équipe des hétérosexuels, nous, il n'y a qu'une seule équipe, il n'y a qu'une seule case, quoi. Donc, ouais. Moi, je trouvais ça sympa. Écoutez, il y a des blagues qui fonctionnent bien. Je suis pas sûr que le film vieillisse bien, honnêtement. C'est comme les comédies des années 2000 en France, où on faisait beaucoup de refs à l'époque dans laquelle ils étaient tournés. Là, c'était un peu ça. Donc, comme tu disais, il y a beaucoup de références, notamment à des références d'internet. Vraiment, Jim Quinn, dans 10 ans, 20 ans, quelqu'un qui le découvre, il va pas comprendre. Et c'est un peu dommage parce que le cinéma, c'est comme fait. Enfin, en général, quand tu fais un film, t'essaies de le faire perdurer quoi dans le temps. Là, ça sera pas le cas. Et c'est vrai que j'ai été un peu étonné parce que je vous invite à le voir au cinéma parce que dans tous les cas, faut soutenir ce genre de projet. Mais là où Bobby Pills était vraiment habitué du petit écran, quand il passe sur grand écran, c'est un peu fade quoi. L'animation, genre elle est un peu simple. Et je trouve que du coup même le travail des plans larges, enfin des plans larges, des plans d'ensemble est un peu un peu simple quoi. Genre moi je vois pas une image de cinéma honnêtement. Donc je me dis ça ce serait super genre pour regarder sur un ordi, sur une télé, sur un smartphone. Mais alors au cinéma, vraiment, comme t'as tous les détails qui apparaissent en grand, enfin ça fait que, je sais pas, moi j'ai un vrai sentiment de vide quoi devant le film. Et c'est pour ça que c'est, du coup c'est pas un film pensé vraiment pour la salle, j'ai l'impression. Je sais pas si vous avez eu le même ressentiment ou pas. Non, pas spécialement. Enfin, en tout cas, pas ce ressenti-là d'un film pas fait pour la salle. Ouais, après, du coup, vu, comme tu dis, l'histoire du studio et tout, c'est pas très étonnant. Mais oui, en vrai, honnêtement, j'avais pas trop pensé, mais maintenant que tu le dis, je suis assez d'accord avec En fait, ça. y a pas vraiment d'image, toi, qui marque ou quoi. Oui. Bon, c'est dommage. Et puis même aussi, il y a beaucoup trop de blagues, et au bout d'un moment, ça peut devenir un peu saoulant, parce que, du coup, tu rentres pas du tout en émotion avec les personnages, quoi. Tu sais que, il va y avoir tout le temps des blagues, ça va tout le temps être désamorcé en plus, enfin, toutes les situations un peu sérieuses vont être désamorcées par des blagues, donc, t'as besoin aussi un peu d'émotion aussi dans un film au hasard. Donc bon, c'est bien, mais je pense pas que ça soit fait pour la salle de cinéma honnêtement. Mais je vous le recommande quand même. Donc c'est un peu
C'est un peu Voilà. contradictoire, Ouais, mais voilà. c'est pas grave. Et c'est tout pour Jim Quinn ou c'est pas tout? C'est tout? C'est tout. C'est pas tout. J'avais un pote qui s'appelait Patrick et son surnom c'était Patou. Donc s'il nous écoute, Une dédicace à Patou. Force à Patou. Et bah c'est tout pour Jim Quinn. Quant à moi, je vais partir tout seul pour vous parler de Chip in the Box, le nouveau film de Koreeda. Dans un futur proche, Otone et son mari Kensuke, qui ont perdu leur enfant, se voient proposer un robot humanoïde totalement identique à leur fils. Alors pour moi, c'était une jolie surprise. Encore une fois, une sélection officielle un peu décevante où quand tu prends dans le cadre de la section officielle canoise, tu te dis bon, c'est un peu léger, mais en tout cas, c'est un film que je vous encourage à voir juste comme ça, par exemple, un vendredi soir au cinéma, parce que c'est très choupi en fait, Chip in the Box, étonnamment, et même pour commencer la carrière de Koreeda, ça peut être vraiment une super porte d'entrée, parce que c'est un film de science-fiction, quoi, c'est un film de genre, on peut dire. Ce qui est marrant, c'est qu'avec ce pitch, moi, je m'attendais à ce que Koreeda ait tout un discours sur l'intelligence artificielle, le cinéma, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout là son sujet. L'idée, c'est que, comme j'ai dit dans le pitch, on est dans un monde où il y a beaucoup de disparitions d'enfants, et donc il y a une entreprise, un peu comme dans le film de Verbinski, qui propose des enfants, des clones d'enfants qui sont pilotés par des IA. Et on s'est posé du coup toute la question de l'individualité. Qu'est-ce qui fait de nous qu'on est nous-mêmes? Parce que là, cet enfant, il a exactement le même corps, il a les mêmes souvenirs, et pourtant, est-ce que ça peut être du coup cet enfant qui a disparu? Est-ce que non? Et du coup, vis-à-vis des parents qui vont beaucoup projeter sur lui, et on nous dit à un moment, en fait, vous, quand vous pensez que il s'émancipe, il réfléchit pas à lui-même, ou que c'est vraiment cet enfant-là, en fait, c'est juste vous qui projetez vos propres souvenirs et vos propres émotions sur lui. Et ce qui est fou, c'est que nous, en tant que spectateurs, on fait la même chose. Parce que, moi personnellement, je m'attache à cette famille parce que ça joue vraiment très très bien dans le film, notamment le gosse qui est très très fort. Et du coup, je suis content de les voir se retrouver. Et par instant, t'as des scènes où l'enfant va se comporter comme une IA. Et en fait, t'as un dur retour à la réalité qui fait très mal. Et en fait, ces personnages entretiennent une forme d'illusion, et nous aussi, on aimerait rester dans cette illusion-là. Et c'est ça vraiment la grande force de Koreeda. Et aussi, ça parle du deuil, voilà. Notamment l'idée que cet enfant, en fait, pour construire un robot humanoïde, il faut faut indiquer plein de souvenirs, faut envoyer plein de photos, plein de vidéos. Et en fait, la mère, du coup, en prenant cet enfant avec elle, reste bloquée dans le passé. Et du coup, je spoil pas la fin, mais t'as un très beau discours à la fin sur laisser partir le passé et laisser partir ses souvenirs, dire au revoir à ce qui a été. Et ça, c'est très très beau, c'est très touchant, avec vraiment toute la finesse et la tendresse de Koreeda. Et il y a eu pas mal de films comme ça sur des enfants en IA, notamment AI, mais AI est quand même hyper manichéen, c'est vraiment le conte de Pinocchio. Là, encore une fois, on va suivre des personnages dans leurs contradictions. Par exemple, le père qui, dès le début, dit en fait, lui, c'est pas mon gosse. Et pourtant, il va s'attacher à cet enfant, mais un lien émotionnel va se créer, même si ce n'est pas son enfant à lui. Et donc, il y a plein de choses comme ça hyper touchantes. Et la mère, évidemment, qui est détruite par la disparition de son enfant, elle aussi, en fait, elle se rend compte que ça lui fait du mal. Et en même temps, elle a envie de, comme je disais, préserver cette illusion-là. Et Koreeda est vraiment très fort comme ça pour filmer les liens familiaux, la poésie qui peut se dégager d'un quotidien banal, dirons-nous. Donc vraiment, c'est très touchant. La musique, elle est sublime. Je crois qu'elle a été orchestrée à Berlin. C'est vraiment exceptionnel. Moi, j'aime beaucoup la DA, notamment de l'enfant, parce que plusieurs fois, on va ouvrir son corps pour le réparer. Et c'est quelque chose un peu... les mécanismes, ça représente... c'est un peu une esthétique vintage, même... c'est pas cyberpunk, c'est... Je confonds les styles de science-fiction. Steampunk, voilà. C'est un peu steampunk avec tout un liquide bleu fluo et tout ça, avec des mécanismes dorés. C'est vraiment très très beau, je trouve. Donc, moi, je vous recommande. C'est ma palme de cœur. Donc voilà, Chip in the Box de Koreeda. Quant à vous, vous allez parler d'un autre film. Il s'agit d'I'll Be Gone in June de Katharina Rivilis. On est en 2001 et Franny, elle s'appelle. Ouais. Oh, le prénom de merde. Non, mais c'est Elle s'appelle américanisé. Francesca.
Francesca. Elle s'appelle Francesca, mais tout le monde l'appelle Franny. Ah oui, d'accord. Donc on est en 2001, on y suit Franny. Non, j'ai voulu faire What the Francesca. J'ai voulu faire Francesca avec un accent. Franny. Je fais normal. On y suit Franny, une lycéenne allemande, qui arrive aux États-Unis. Non ah non, au Nouveau-Mexique. Ah oui, c'est au Nouveau. Oui, aux Ouais, États-Unis. Nouveau-Mexique, Donc. ouais. Et loin de chez elle, ça doit pas être facile, sauf qu'en 2001, il se passe quelque chose aux États-Unis. Un petit truc Voilà. qui s'est passé en septembre. Je sais pas si vous Ouais. voyez. Et dans ce contexte, elle va faire aussi la rencontre de Elliot. Mais non, Elliot. Ah oui, Ouais, c'est ouais. vrai, le bad s'appelle boy. Un garçon dont la mélancolie fait écho à la sienne dans une Amérique sous le choc. Il y a vraiment Du marqué 11 ça septembre. Ouais, c'est marqué. Oh dedans. la vache. Ouais, C'est ouais, aussi ouais, hein. mélo que le film, en vrai. Ouais. Ouais. C'est en quelle catégorie ça? C'est dans C'est un certain regard. Ah, et vous direz qu'il a un certain regard sur le. Ah, il a un certain regard Il a cliché, un- ouais. Oh, wow. Ouais, c'est vraiment On parle ça. mieux d'Elliot. là. Ouais, Ah ouais, lui non, aussi Elliot- est vachement cliché quand même. Je pense que c'est un des plus gros clichés du film, le personnage d'Elliot. Mais c'est un bad boy, mais il a des Il a problèmes. des problèmes, du coup, il peut pas aimer Il parce est trop. que tu ne peux pas le comprendre. Mhm. Oh my Exactement. Et puis, non, c'est pas facile tous les jours. Et puis tout le monde lui dit à Franny de s'éloigner de ce mec God. parce qu'il est Parce qu'il a dangereux. tellement des longs cheveux aussi. Je Ah pense que oui, c'est il à a cause des de longs ça. cheveux qu'il Il met au vent agite dans comme tous ça. les sens et qu'il vole au vent dans sa personne voiture sans ne les, peut le avec les comprendre, fenêtres vraiment. ouvertes. Ah, c'est fou. Personne ne peut comprendre sa douleur tellement elle est immense. Et Voilà, puis, donc, c'est tellement romantique. Ils s'allongent sur la voiture ensemble et s'embrassent. Oh là là. Et ils font un baiser à la Spider-Man. Oh, incroyable. Après, ça c'est trop stylé bizarre à Spider-Man. Mais quand t'es Spider-Man, du coup. Mais, Ouais, si t'es c'est pas pas Spider-Man, Spider-Man. C'est pas Spider-Man, ça marche pas bien. C'est pas Spider-Man, malheureusement. Ah, mince. Non, mais alors, c'est drôle ce que tu disais par rapport au prénom. En fait, il y a tout un truc comme ça où on te montre une Amérique qui veut broyer les différences, globalement. Ah, c'est Broyer marrant, les ça. différences culturelles. Donc, par exemple, Pardon. Franny, en réalité, elle s'appelle Francesca. Elle rencontre aussi une autre étudiante allemande. Et donc, bah, de temps en temps, ça leur arrive de parler allemand entre elles. Mhm. Et ça, c'est un truc que justement sa famille d'accueil peut pas accepter. Ce genre de choses. Donc, et pareil, on va avoir le papa de la famille d'accueil qui s'appelle Antonio. Et la première chose qu'il dit, c'est non, tu m'appelles Tony. Ah ouais, ok. Donc il y a vraiment ce côté où justement, vu qu'ils sont au Nouveau-Mexique et que lui donc est d'origine mexicaine, Ouais. tu comprends que c'est pas non plus hyper bien vu et qu'il veut s'assimiler en fait le plus possible. Ouais, Donc du ça, coup, ils américanisent les prénoms en fait. exactement. Ok. Et donc ça, c'est plutôt intéressant pour le coup. Mais en fait, le film va pas du tout là et se perd dans une histoire d'amour adolescente hyper banale. Voilà, on en rigolait, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est le bad boy et la fille. Et en plus, du coup, bah, comme l'annonce le titre, elle repart en juin. Donc, c'est ce côté, bah, on sait que la relation a une date de péremption. On l'a vu à peu près 1000 fois. Donc, C'est un truc que j'aime bien. Hein. ah ouais, non, moi, enfin, montrer comme ça me saoule, en fait. C'est Oui. vraiment, voilà, c'est un petit film ado qui se veut un peu autoriste. À un moment donné, t'as des passages dans le désert avec une tempête de sable pour montrer la folie de leurs sentiments amoureux. Ah oui. La tempête émotionnelle. Ouais, ils sont littéralement dans une pleine, pleine tempête émotionnelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on se marre. Et bien sûr, bah voilà, avec le 11 septembre, ça veut pareil te montrer une Amérique qui a peur des étrangers. Et donc bien sûr, ça fait écho à aujourd'hui avec Trump. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. C'est Marseille, C'est bébé. l'accent américain, ça, je reconnais. Je reconnais. Non, mais oui. Donc voilà, ça va tout. À un moment donné, comme je disais, alors petite dédicace à Lucas qui aime bien dire que tous les films américains parlent du rêve américain. Mais là, c'était au cas où si t'avais pas compris, on te le dit. Ah, stylé. En effet. Alors ce soir, quand vous allez rentrer chez vous, demandez à vos parents s'ils pensent vivre le rêve américain. Voilà, il dit littéralement Vous ça. verrez la réponse qu'ils vont La- vous donner. La subtilité, on la cherche toujours. Donc non, vraiment chiant comme film. Wim Wenders, c'est producteur. Je sais pas ce qu'il fout là-dedans. Je sais pas, il devait s'ennuyer. Enfin, vraiment, non, c'est pas intéressant en fait. C'est hyper banal. Ça me saoule. Voilà, Mm. très Sundance. Ouais, le film tombe dans plein de clichés déjà vus. Et puis, les plans sont souvent ultra contemplatifs. Hein, c'est purement, regardez, on va vous mettre une claque visuelle.
Et après, bon, je dis pas, hein, c'est compliqué de filmer le désert parce que vraiment, il y a rien, en fait, dans cet endroit. Mais non. Et le C'est truc, c'est... Désert, tu dirais? Bah oui, non, mais, non, mais justement, il faut plus d'inventivité que ça pour justement exprimer vachement le côté désertique et le fait qu'il n'y a rien à faire, mais qu'ils font plein de trucs. Et ça, c'est même dit dans le film, hein, le personnage le dit littéralement. Au téléphone avec sa mère, je crois, ou je sais plus. Elle dit oui, bah, en fait, c'est vide, il n'y a rien à faire, mais on fait plein de trucs avec mes potes, on s'amuse, on sort, on est des ados, quoi. Et donc, ouais, le vrai problème, c'est sa longueur aussi. Le film, vraiment, il tombe dans les abysses de l'histoire d'amour cliché qui est pas assez intéressante, je trouve, pour nous tenir tout le film jusqu'à sa clôture et son départ, parce que c'est un départ qui est inévitable, hein, elle rentre chez elle en Allemagne juste après. Mais il y a quelques actes qui sont intéressants, le fait que t'aies les deux personnages allemands qui viennent d'une Allemagne différente, l'une d'Allemagne de l'Est, l'autre de l'Ouest. Chacune avec justement, bah, quand tu parles de l'Allemagne de l'Ouest, bah, t'es vachement plus du côté américain parce que c'est cette partie-là qui a été conservée par les Alliés, et de l'autre côté, bah, les Soviétiques, dont vient le personnage principal, vachement plus froide même déjà dans ses émotions. Ouais, moi je trouve que tu le ressens pas du tout justement cette différence. Et alors c'est drôle parce que donc ça se passe en 2001, donc ils disent bah là ça fait 10 ans que le mur est tombé. Donc 10 ans, bah elles ont vécu en fait l'avant l'avant chute du mur de Berlin. Donc tu peux te dire quand même que elles auraient pu avoir des différences culturelles beaucoup plus grandes que ça, et au final c'est très peu abordé. Et honnêtement, quand je vois les deux discuter, je pourrais pas te dire laquelle vient de l'Est, laquelle vient de l'Ouest, tu vois. Donc c'est dommage parce que c'était un sujet intéressant. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment trop minime, mais je l'ai quand même ressenti, mais beaucoup trop minime dans l'explication derrière. C'est clairement pas abordé comme sujet. On est tellement sur l'histoire d'amour que c'est dommage quoi d'être focus trop sur ça. Et voilà, donc c'est un film qui est finalement pas très intéressant dans son propos, qui veut nous exposer plein de choses et qui va pas le faire intelligemment, et voilà, donc c'est bien dommage. Quant à nous, c'est la fin de cet épisode Oh non! et bientôt la fin du podcast à Cannes. Ah, j'ai cru que t'allais juste dire à la fin du podcast. Non, la fin du podcast c'est à Cannes, fini. déjà c'est quelque chose. On avait dit que ça s'arrêtait après Cannes, hein, le podcast. Voilà, Ouais, on vous c'était- l'avait pas annoncé. On a voilà. atteint le sommet, notre gloire. On a été reconnu dans la file, donc bon. Voilà, et on s'est dit, bah du coup, arrêtons. C'est relou d'être reconnu et d'avoir Ouais, en réussi. fait, c'est ça, la célébrité, c'est un peu dur à vivre, je vais pas C'est vous pas notre mentir. truc aussi, voilà. Ouais, Donc, c'est vrai que c'est pas. Ah non, mais le nombre de fois qu'on m'arrête. Ouais, parce qu'après la célébrité amène des privilèges, et nous on est carrément contre les privilèges, donc. C'est vrai, Oui. en vrai, on est de gauche. Hein. Bah, Ouais. selon. On est grave de gauche, donc ouais. Rendez-vous demain pour le dernier épisode. Non. J'espère que vous aurez aimé. De toute façon, c'est pas la fin. Allez, hein. Oh, Il reste des films aujourd'hui. Il reste quoi là? Il reste 3 films aujourd'hui. 3 films. 3 films. Il y a le Arthur Harry. Et ben rendez-vous demain. Bisous tout le monde. À Des demain. bisous. Bisous. Ça va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher.